Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole, bonjour Laurent, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Bonjour Roland Tonéikès. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Citoyen du monde, bonjour. Voilà, nous allons démarrer avec la principale information ce matin. Il s'agit de la nomination des ministres conseillers. Ils sont au total 12, dont 3 femmes, je crois. Oui, ils sont au total 12. Je pense que tout le monde avait beaucoup plus, je dirais plutôt les acteurs politiques autour du chef de l'État et qui étaient sur la ligne de touche, étaient beaucoup plus concentrés sur cette affaire de ministres conseillers. Et beaucoup d'entre eux attendaient que cette liste de ministres conseillers sorte. Et finalement, leur impatience a payé. Et c'est vrai que tous ne sont pas pris en compte dans cette liste-là. Il y a forcément des fâchés, il y a forcément des laissés pour compte. Et il y en a également qui en ont profité, en tout cas qui en sont contents parce qu'ils ont beau longtemps été le griot de la gouvernance talent. Et donc, c'est de bon temps qu'on puisse quand même les remercier puisqu'à un moment donné, ils n'ont pas pu montrer leur force politique dans leur circonscription électorale, ce qui a fait que parmi eux, il y en a qui n'ont pas pu être élus députés chez eux. Et donc, ils étaient carrément à la touche. Et c'était la seule alternative pour eux, c'était le seul espoir pour eux de pouvoir continuer à profiter des frais du contribuable béninois. Et donc, le fait qu'ils soient nommés réjouit beaucoup d'entre eux, c'est vrai. Mais ça pose un certain nombre de questions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, forcément, après l'intervention de mon très cher ami Laurent. Laurent Roland Tonéikès. Vous avez de nouveaux conseillers, de nouveaux ministres conseillers, j'allais dire. Quelle est déjà votre lecture Non, je crois que première chose, c'est au-delà de tout, il faut féliciter ceux-là qui ont eu la chance d'être nommés ministres conseillers. Les féliciter déjà pour cette chance qu'ils ont eue d'être promus une fois encore par le chef de l'État. Mais quand on finit de dire ça, il faut qu'on revienne maintenant à l'essentiel concernant cette affaire de ministre conseiller. Bien évidemment, oui, on a des questions à se poser sur le sujet. Et je crois que au départ, quand on avait annoncé cette affaire de ministre conseiller, j'avais en tout cas pas caché ma position sur la question pour dire, écoutez, c'est une manière d'envoyer des gens sur le terrain pour faire une pré-campagne. Donc je dirais déjà que Patrice Talon a installé une partie de sa campagne, de son équipe de campagne pour 2026. Ça commence déjà. Alors, deuxième chose, je crois que quand on regarde les personnes nommées dans cette affaire, j'estime véritablement qu'il y a il y a ceux-là qui ont été promus à qui je dirais, on dirait, prenez ça, calmez-vous, ne me lâchez pas. En fait, quand je le dis, je parle de Renaissance nationale de Moël Béné, qui ont mouillé le maillot en 2021. On espérait les voir au gouvernement, mais à l'arrivée, ils n'étaient pas allés au gouvernement. Finalement, on les a contentés d'un poste de préfet dans l'OME et un poste de préfet dans le Mono. Et les deux présidents de parti, Claudine Prudencio, président de l'Institut national de la femme et l'autre aux infrastructures. Et puis après, on a pu voir que Mme Prudencio a démissionné. Et donc, aujourd'hui, on voit un peu comment est-ce que l'écosystème politique, comment ça se passe au niveau de l'écosystème politique. Et aujourd'hui, le chef a besoin de ressouder sa famille politique pour espérer gagner les élections en 2026 pour son camp politique. Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas permettre à ce que, parce que quand vous regardez, quand les démocrates étaient allés voir le parti Moël Béné, vous avez vu la position de Moël Béné, ce n'était pas une position assez tranchée comme les autres formations politiques. Il y avait une ouverture. Et le parti Moël Béné a commencé par faire des consultations. Donc, aujourd'hui, en tant que ministre conseiller du chef de l'État, vous n'avez pas de marge de manœuvre que de faire la volonté du chef parce qu'il a besoin de vous. Donc, il y a comme une manière de dire, je vous en prie, ne me lâchez pas, calmez-vous, venez travailler avec moi, je ne vous ai pas oublié. Bon, maintenant, on aurait pu demander, mais pourquoi est-ce que ces deux présidents des partis politiques, pourquoi le chef a du mal à faire un remaniement ministériel, les emmener au gouvernement et que c'est le ministre conseiller qui le donne? Et pourquoi
eux, pourquoi pas d'autres personnes de leur formation politique? Posons-nous les questions. Et justement, j'ai bien envie de me demander quel sera concrètement leur rôle. Non, le rôle est bien défini. En tout cas, sur papier, c'est bien défini. Mais sur le terrain, on connaît les fondamentaux de cette affaire. C'est d'aller sur le terrain, de parler du chef de l'État. C'est vrai, recenser quelques problèmes, les problèmes sur le terrain, les reverser au chef de l'État. Mais c'est de continuer à dire aux populations, le chef de l'État, c'est le meilleur depuis 1960. Il ne faut pas le lâcher. Il faut que peut-être... Certains diront, parce qu'on a vu l'activisme de certains acteurs politiques. Justement, quand je prends Rachid Gbadamossi, oui, qui défendait bête et ongle les actions du gouvernement et qui attaquait l'opposition. Je vous dis que Gbadamossi, par exemple, vous voyez, on voit à travers la nomination de Gbadamossi que le chef même n'a pas digéré la débâcle des formations politiques de la mouvance dans la 8e sélection électorale. Et donc, Gbadamossi étant, oui, qu'on le veuille pas, un animal politique dans cette région assez redoutable, mais fut-il redoutable, Boniaï peut-être a réussi à lui damer le pignon, mais il faut quand même le rehausser aujourd'hui, lui donner de la force, parce que les ministres conseillers, ils auront des moyens certainement, ils seront sur le terrain pour passer les messages, parce qu'il faut aller suivre les chantiers, un certain nombre de choses, et puis, écoutez, il y a beaucoup d'autres facteurs. Et donc, à ce niveau, on comprend, et puis là, le chef aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, a besoin des chiens d'attaque qui doivent à tout moment répondre à des gens. Parce que vous verrez chaque fois qu'un acteur politique ou soit journaliste ou un acteur civil prend la parole, Gbadamossi est le premier à réagir automatiquement. Forcément. Donc je laisse Gbadamossi par exemple. Je prends simplement Mme Mariam Diaouga Saka par exemple. La dernière fois quand Nathalie Yamba a attaqué le Bénin en parlant des Peuls qui sont formés comme des terroristes, c'est elle qui a répondu. C'est passé peut-être inaperçu. Et elle est vice-présidente de l'association Tabital pour l'ACOU. En fait, une association des Peuls qui travaille pour... Elle est vice-présidente pour une association de la promotion des Peuls et de la résolution des conflits intercommunautaires. Donc, dans cette région où on a des Peuls également, on trouve un pion essentiel qui peut aller parler à la communauté Peul, non seulement les rassurer, mais en même temps continuer à les convaincre. Donc, il y a cet aspect-là. On peut parler d'autres personnes. Bon, il y en a qui, pour autant, n'ont pas d'assises. Je prends Médigan Fagla, par exemple, bon, pour autant, si nous étions la machine de 2019, peut-être qu'elle ne pourrait même pas être députée. Donc, il y a ceux-là qu'on a contentés parce que, bon, c'est des bébés politiques qui sont un peu fragiles et qui ne supportent pas peut-être leur débâcle. Il faut quand même trouver quelque chose à leur mettre sur la dent. Mais aussi, vous allez voir dans l'équipe, là, parce que Mme Mariam Diaouga, il y a quand même le jeune, Rantan, qui était directeur de projet à Abomey, dans la zone du zoo. Et donc, vous voyez un peu un certain nombre de choses. Au départ, on nous avait dit que les ministres conseillers seront issus des 12 départements. Mais aujourd'hui, est-ce que les ministres conseillers tous sont issus des 12 départements? Non. C'est des nominations assez stratégiques. Il y a ceux-là qu'on a ramenés pour dire, écoutez, ne me lâchez pas. Il y a ceux-là dont on a besoin qui doivent automatiquement répondre aux attaques contre le président ou bien le gouvernement. Il y a ceux-là qu'on a dû contenter parce qu'il faut les contenter pour les calmer parce que nuitamment ils pleurent au côté du chef de l'État. Papa, mais écoutez, je n'ai rien. Ce que j'ai à l'Assemblée nationale en tant que chef de mission, ça ne me suffit pas. Fagla aussi sort à travers le groupe des anciens députés à l'Assemblée nationale et qui répond également à tout quand évidemment. Il s'agit de... Donc ça rentre dans la ligne de compte des chiens d'attaque qui doivent pour tout le temps répondre du tac au tac. Donc, le chef aujourd'hui, à travers cette nomination, nous montre clairement que oui, mais écoutez, il donne l'impression d'être non vulnérable, mais au fond, il a peut-être des choses à craindre, donc il est en train de recomposer sa famille politique, parce qu'on a parlé de mise ensemble, il y a quelques jours, on entend qu'ils veulent se mettre ensemble, et donc cette manière de faire les choses va peut-être calmer les gens, à davantage ressouder les liens pour rester ensemble, espérer gagner en 2026. Okay. Marc Goudjanou, oui, ne croyez-vous pas que, comme toujours, le président Patrice Talon, à travers cette nomination, a déjà une avance sur les élections de 2026 ? Bon, c'est vrai qu'on voit déjà en ces nominations que ce sont des nominations purement 100% politiques et non des nominations administratives où
il fallait quand même combler des besoins au niveau de notre administration ou bien au niveau de la l'ossature quand même de notre administration. Et donc, c'est là où moi, ça me pose un petit problème. Le problème que ça me pose, c'est que on semble lire une duplication des fonctions de certains ministres. Une duplication des fonctions de certains ministres parce que lorsque vous lisez les attributions et les fonctions de ces ministres conseillers, vous savez, la plupart de ces fonctions sont des fonctions déjà qu'occupent déjà, en tout cas, que font déjà les ministres qui sont là. Et donc, le rôle fondamental qu'on leur demande et qu'on voit et que Laurent a expliqué tout à l'heure, c'est ce rôle de griot auquel ils vont servir, c'est-à-dire vendre le gouvernement, vendre le PAG 1 ou 2, vendre en tout cas tous les acquis de Patrice Talon afin de pouvoir mieux se mobiliser pour 2026. Mais pour 2026, pour qui? On ne sait pas encore. Il y a encore cette question. Maintenant, l'autre chose également, c'est vraiment dommage politiquement parlant et socialement parlant. C'est vraiment dommage. Parce que c'est comme un recyclage d'acteurs politiques. Je parlerai de recyclage d'acteurs politiques. C'est toujours les mêmes qu'on prend et qu'on recommence. C'est toujours les mêmes. Et le problème ne devait pas se poser, c'est vrai, politiquement parlant, parce qu'il y en a parmi eux également qui ont quand même pas mal d'assises au niveau de certaines circonscriptions électorales. Ça, c'est vrai. Mais il y a parmi eux qui ne valent rien politiquement parlant. Ça, osons le dire, qui ne valent rien politiquement parlant. Et Laurent l'a dit tout à l'heure, pour ne pas citer de nom. Alors, quel sera le coût, d'accord, de la nomination de ces ministres conseillers à l'État béninois, aux contribuables béninois? C'est là le problème se pose. Parce qu'il faut dire qu'en lisant de presse, qu'on voit qu'ils auront presque les mêmes avantages que les ministres. C'est sûr, ils auront des voitures, ils auront des salaires, ils auront des primes, ils auront un certain nombre d'avantages liés à la fonction. Je pense que c'est pour ça même qu'on est en train de parler de ministre conseiller. Sinon, on aurait pu parler de conseiller à la présidence simplement, puisque conseiller à la présidence n'aura pas forcément les mêmes avantages qu'un ministre. Et donc, on parle de ministre conseiller afin de les faire profiter, par exemple, d'accord, en tout cas, de l'argent du contribuable béninois. C'est de ça que je vais parler surtout. Tout ça a été également pris en compte par le budget de 2025. Exactement. Alors que, reconnaissons que dans le même temps, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui existent et que Patrice Talon n'a pas encore résolus et qui sont là, qui sont des problèmes sociaux qui touchent essentiellement la grande partie de la population. Je veux parler des problèmes liés à l'eau potable, des problèmes liés à l'électricité, des problèmes liés à la cherté de la vie. Et dans ce même contexte, à l'éducation, les manques d'école, et surtout à la santé. Voilà. Je pense qu'on a mis Mme Afiavi Prudencio en tant que ministre conseillère à la santé. Et je pense que dans ce domaine, par exemple, il y a un besoin criard de personnel, d'infrastructures et de beaucoup d'autres problèmes sociaux qui sont liés à la réalité des Béninois. Dans ce contexte, on ne résout pas ces problèmes-là. On ne trouve pas d'approche de solution afin de soulager un tant soit peu. Vous avez vu la cherté de la vie actuellement. Mais néanmoins, on préfère quand même aller gaspiller nos ressources afin de pouvoir recruter, afin de pouvoir recruter des ministres conseillers qui vont vivre à la charge de l'État, à la charge du contribuable béninois, alors que leur rôle n'est que purement politique. Si ce n'est que purement politique, pourquoi le chef de l'État ne va pas réserver un budget, ne va pas réserver, non, c'est une mission, mais c'est une mission politique. Ça n'engage pas la population. Et donc, l'argent du contribuable béninois ne devrait pas en souffrir. Pourquoi le chef de l'État ne va pas mettre une cagnotte à part, sortant même de ses propres fonds, pour pouvoir installer une cellule, pour pouvoir installer une cellule qui va préparer ces politiciens-là à mieux le défendre pour 2026. Et donc, tant que ces problèmes ne sont pas résolus, tant qu'il y a beaucoup de problèmes, je pense qu'on ne peut pas se permettre de pouvoir aller faire un recyclage d'acteurs politiques qui, à un moment donné, étaient inexistants parce qu'ils n'ont pas pu faire leurs preuves lors des élections. Il y en a qui n'existent pas politiquement parlant, qui n'ont pas de fief ou de base en tant que tel, mais juste on se contente de pouvoir les remercier. C'est vraiment dommage pour la démocratie béninoise. Moi, je dirais que le chef de l'État a les postes de ministre étaient 21. Donc, officiellement, je considère que le chef de l'État a 33 ministres. Parce que quand il revenait en 2016, il disait qu'il faut réduire les charges de l'État. Et c'est pour ça qu'on a eu 21 ministres et on n'a pas eu au-delà de ça.
comme mais à la fin de sous son d'autres mandat, mandats. il élargit son gouvernement à 33 membres. Même si on dit qu'ils ne vont pas siéger au Conseil des ministres, quand même, c'est les ministres conseillers de la République. Donc, officiellement, Patrice Talon a 33 ministres au Bénin. Non, ça, je pense qu'ils vont siéger au Conseil des ministres. Suivant le document que j'ai lu, je pense qu'ils doivent siéger au Conseil des ministres alors, que les autres, pour pouvoir quand même connaître le fond des En tout cas, qu'il siège ou pas, pour moi, je considère que Patrice Talon a aujourd'hui 33 ministres en République du Bénin. Et donc, il y a un problème. Deuxième chose, j'estime que véritablement, pour certaines formations politiques, c'est les jeunes qui doivent se plaindre. Et quand je prends un peu... Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le chef de l'État, véritablement, ne tient pas compte véritablement des partis politiques. Il tient compte de ses besoins, de ses aspirations. Parce que quand on prend les autres formations politiques, je prends Médégan Fagla par exemple. Elle a été députée, elle a échoué, on l'a nommée chargée de mission, je ne sais quoi, à l'Assemblée nationale. Elle était également dans quel contexte? Et puis non, on ne va pas revenir sur ça. Mais elle a été nommée chargée de mission de l'Assemblée nationale et bon, voilà qu'on la positionne ministre conseiller maintenant. Mais au-delà de tout, quand vous prenez aussi la liste, il y a deux noms que je peux citer. Paulin Aponan, par exemple, qui est des collines. On a vu comment ça s'est passé en 2021. Moi, je me rappelle que chaque week-end, il était à Sapé pour calmer les chasseurs, il faisait tout, mais au lendemain des élections, il a été sauté de la tête de l'ADEJ, autrefois FNPEJ. Et vous allez voir dans ce lot des gens qui, peu ou prou, étaient très proches d'Olivier Bokor. Il y a deux possibilités. Ceux qui étaient peu ou prou très proches d'Olivier Bokor, qu'on a contenté avec ses postes de ministre conseiller, histoire de les détacher d'Olivier Bokor. Mais il y a aussi un autre élément important que nous n'allons pas perdre de vue. Janvier Yoredeo qui a sorti les faiblesses d'Olivier Bokor tout le temps et qui, on a pu voir la manière dont il a été débarqué du Parlement pour que Hervé Khérouen puisse aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, Janvier Yoredeo étant quelqu'un qui a dénoncé les insuffisances ou bien les erreurs d'Olivier Bokor par le passé, dans le cas des affaires au sommet de l'État, le rapprocher du chef de l'État, c'est que ça donne une force au chef de l'État pour davantage, si entre-temps la brouille entre lui et Olivier Bokor devait continuer, ça devient un élément important, un soutien important qui peut aider à davantage affaiblir le camp Olivier Bokor. Donc il y a plusieurs aspects. Dans ce collège de ministres conseillers, chacun est venu pour une mission précise. D'abord, résoudre un problème politiquement parlant, mais en même temps, aller résoudre un problème, aller agir sur le terrain autrement. Donc j'estime que véritablement, cela montre que les jeunes doivent se prendre au sérieux dans ce pays, à tous les niveaux. Est-ce que c'est seulement les jeunes? Il y a également les femmes, parce que quand on parle de 12, quand on prend 12 vous avez 3 femmes. Personnes, 3 femmes, à quand l'égalité et l'équité dans la politique? En tout cas, moi, je ne vais pas faire ce débat. Il vous revient, vous, femmes, de vous battre. Nous, les jeunes, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Chacun se bat dans la République. Ceux qui sont nommés ministres conseillers se sont battus pour avoir ce qu'ils peuvent avoir. Donc vous, femmes, là, si vous ne vous organisez pas, on va continuer à nommer une petite minorité, qui va vous représenter contre votre gré, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon problème ce matin, c'est les jeunes. Que faites-vous dans les formations politiques? Vous continuez à garder les sacs pour les acteurs politiques? Vous continuez à faire capture d'écran pour dénoncer ou espionner vos frères jeunes? Vous continuez à faire la courbette quand vous remettez l'argent pour faire campagne, vous bouffez ça et puis après, vous chamaillez, vous battez. On a pu voir avec MPL en 2023. On a pu voir pour le BR certains jeunes qu'on a dénoncés qui ont pris l'argent de campagne et qui ont disparu. Donc autant de choses qui font que aujourd'hui les gens n'ont pas envie de faire confiance à la jeunesse. On me parlera de Jonas Rantan, d'accord, mais c'est un chargé de mission après directeur de projet à la mairie d'Abomey. Bon, lui, peut-être qu'il a cette tracé son chemin. Madame Mariam Tchaouga également. Autant de choses. Moi, j'estime véritablement qu'il y a manière de repenser la jeunesse béninoise. Il y a nécessité de repenser la jeunesse béninoise. Il y a nécessité aux acteurs politiques. Parce qu'en fait, écoutez, tous ceux qui sont nommés là, et même les ministres qui existent là, en 2026, ils viendront sur le terrain. Ils vont rassembler les jeunes. C'est aux jeunes qui vont parler. Et c'est aux jeunes qui vont dire, venez voter pour nous encore. Écoutez, Patrice Talon, c'est le meilleur depuis 1960, là, c'est le meilleur président. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il parte? Non, hein. Il faut qu'il continue l'œuvre qu'il a entamée. Et pour qu'il continue, il faut choisir son... Non, je ne parle pas de ça d'abord. De fait,
Ça viendra, mais il se peut que certains demandent qu'on soit dit maintenant qu'il faut un 3e mandat pour Patrice Talon. Ne soyez pas qu'il veut continuer toujours à manger. Non, le président Patrice Talon a toujours dit qu'il ne veut pas d'un 3e mandat. Oui, pourquoi Carole Carole Olaye, vous et moi, nous étions là quand le chef de l'État, sans être obligé par qui que ce soit, a dit qu'il fera de son mandat unique un devoir moral. Et nous étions là quand en 2020, les gens commençaient à faire... Vous pouvez abandonner aujourd'hui Non, nous étions la là moralité. Abandonner la moralité. Nous étions là quand certains citoyens commençaient à monter crème pour dire non, il lui faut un 2e mandat. Ce qu'il a considéré, c'est trop beau, c'est trop bon. Personne n'a fait depuis, il faut commencer. En fait, ce n'est pas le chef même, en réalité. Lui-même peut vouloir bien partir. Donc c'est le peuple qui mais ceux qui sont autour de lui, qui profitent de la situation du moment, qui ne voudront pas qu'il parte. Parce que s'il part, c'est des biberons coupés. Le porte-parole du gouvernement a dit qu'il n'aura pas le courage de relayer ou de venir dire à la face du monde que le président Talon fera un 3e mandat. Non, c'est personnel, mais au-delà de tout, il est proche du président de la République. Et je crois qu'il connaît la position du président de la République. Et je crois que pour une fois, on peut lui accorder la crédibilité qu'il faut. S'il n'est pas d'accord, il va laisser déposer quelqu'un, on va nommer quelqu'un de sa place. Simplement, c'est plus. Lui, il a parlé, il a dit pour lui. Si le chef veut véritablement faire 3e mandat, lui, il a quelques mois pour l'en empêcher. Si le monsieur a été capable de discipliner tous ces barons de la politique béninoise, s'il a été capable de discipliner tous les barons de la politique béninoise au Bénin, est-ce que c'est Wilfried Ngoumbeji, notre aîné là, que je respecte beaucoup, qui va s'opposer à Patrice Talon? La seule chose qu'il pourrait faire en son temps, c'est qu'il démissionne. Et bizarrement, comme le poste est vacant, quelqu'un va sauter là-dessus et manger aussi. Donc, je crois qu'au-delà de tout, oui, on fait foi aux déclarations du chef de l'État, mais nous sommes en politique. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut être réveillé. Alors, j'ai bien envie de dire, quelle doit être aujourd'hui la réaction de l'opposition face à cette nomination? Non, vous savez, l'opposition, en réalité, n'a pas marge de manœuvre. L'opposition n'a pas le pouvoir en main. L'opposition ne décide pas de l'orientation du budget. L'opposition ne décide pas de ceux qui vont vouloir manger autour du chef de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'ils auront à faire? C'est de mieux s'armer pour se préparer aux échéances pour les élections générales de 2026. Et je pense que ça a déjà commencé par le toilettage, en tout cas cette envie de toiletter le fichier électoral. Et donc c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, parce qu'on sait déjà que tous ceux qui sont venus aujourd'hui sont là politiquement parlant et sont là pour pouvoir quand même aider Patrice Talon à pouvoir le soutenir lors des élections générales de 2026. C'est leur mission principale. À part toute autre mission qui a été définie dans le cahier de charge et tout le reste, ça n'a aucun sens. Parce que déjà, la plupart de ces attributions et de ces missions sont déjà accomplies, sont déjà exécutées par les ministres qui sont là. Et donc, leur action, c'est beaucoup plus politique, tel que je l'ai dit, c'est d'être les griots du chef de l'État, d'être les griots de l'action du gouvernement. Et donc, l'opposition va mieux s'armer et saura que la lutte est encore plus grande pour elle, parce que ce sont les mêmes acteurs qu'on a eu à connaître par le passé, les mêmes acteurs politiques, que sont les mêmes qui reviennent. Il y a quelques-uns qui ont, tel que je l'avais dit, qui ont une base non moins négligeable, mais il y en a également qui sont des coquilles vides politiquement parlant. Et donc, l'opposition n'a qu'à s'armer et savoir que ce qui l'attend n'est pas facile. Moi, je crois que quand vous regardez aussi, moi je n'ai pas fini avec la liste, quand vous regardez la manière dont Boniaï a eu des brouilles avec Espédi Ressou par le passé, et que Patrice Talon arrive à le nommer ministre conseiller, imaginez comment est-ce que ce monsieur va se sentir dans sa région. Il aura de la force pour combattre les opposants dans sa région, parce qu'il vient de loin. Et donc, il revient aux opposants de faire très attention. Je prends par exemple le cas de Gilbert Déoumalé. C'est un monsieur très bien apprécié dans le monde culturel. Très bien apprécié. Et donc, quand on le met à cette position, quand on lui donne les moyens, parce que le ministre conseiller, il s'est bien défini, j'ai lu un peu, ils seront sur le terrain. Ils vont constater, ils vont observer, en tout cas superviser les grands projets du chef du gouvernement, hein, et puis relever les insuffisances faites au chef de l'État, conseiller le chef de l'État sur certains aspects essentiels. Et donc, c'est des gens qui sont des hommes de terrain en réalité, qui iront sur le terrain, mais ils ne pourront pas aller sur le terrain et parler mal de celui qui les a envoyés. Donc, ils parleront bien de cette personne et ils mettront en valeur tout ce que cette personne
à faire de 2016 à aujourd'hui. Et si possible, s'il faut travailler à faire la promotion davantage de cette personne, ils ne vont pas hésiter à le faire. Alors, il revient aux opposants maintenant de se réveiller et de ne pas dormir. En réalité, ça va être du tac au tac maintenant s'ils veulent bien faire la politique. Parce que dès lors qu'il y a un ministre conseiller dans une région pour faire un constat et parler bien du chef de l'État, vous devez aussi, ils doivent pouvoir avoir leur politique également, pour être sur le terrain, pour répondre en même temps. Dès lors qu'un ministre conseiller, puisque, écoutez, hein, dans ce lot-là, il y aura des gens qui auront un discours assez courtois, assez sérieux, assez calme, mais on connaît certains personnages dans ce lot-là qui auront un discours assez violent. Et par rapport à ça, il faut se préparer à ces éventualités-là, sans répondre par la violence, sans pouvoir répondre violemment, mais il faut quand même apporter les meilleures réponses, les meilleurs arguments qui viennent casser ce que les autres vont essayer sur le terrain. Et c'est le véritable enjeu pour les acteurs politiques de l'opposition aujourd'hui. Ils vont, s'ils se restent là à dormir sur les lauriers, je crois que, comme j'ai dit, c'est une partie de la machine de la victoire de 2026 qui est en marche. Et il revient à ces acteurs politiques de l'opposition de se réveiller très tôt. Et Carole, vous et voyez de quitter les salles de conférence de Cotonou, les conférences de presse. Vous voyez les difficultés, la dernière fois, ou cette semaine-ci, et même la semaine passée, vous avez vu les difficultés que vivent nos militaires dans le nord du Bénin, avec les attaques terroristes, avec les mines antipersonnelles, les décès. Et donc, j'espère que notre ministre conseiller de la Sécurité ira séjourner un mois avec les militaires qui sont dans le Nord en train de combattre les djihadistes. J'espère qu'il ira rester là-bas, vivre avec eux, en tout cas recenser les problèmes qu'ils ont, recenser leur réalité. Je dis bien, minimum au moins un mois, il peut aller rester là-bas au moins pendant un mois, histoire de venir, en tout cas, faire part au chef de l'État des vraies réalités que vivent les militaires dans ces... Et aussi, dans la même façon où on est en train de faire souffrir le trésor public à travers ces nominations politiques, je pense qu'il faut également revaloriser les salaires de ces soldats-là qui sont en train de mourir sur le front au nom de la patrie. Bon, parce que je crois qu'il a été président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Oui, c'est pourquoi il a acquis beaucoup d'expérience et donc... Pourquoi on l'invite à aller rester tout dernièrement, on l'a vu... Avec les casques sur la tête. Oui, voilà, avec c'est pourquoi je l'invite à aller là-bas. Non, justement, je me suis dit peut-être qu'il s'est intéressé à la question. Non, véritablement, je crois qu'il a été comme président de la commission de défense et sécurité. Et donc, au fil du temps, il a acquis de l'expérience. Il maîtrise certains aspects que peut-être le Béninois ordinaire ne maîtrise pas. Et donc, quand on lui confie ce rôle, vivement que oui, avec ce qu'il va faire, il conseille de bonnes choses au chef de l'État, que les soldats sur le terrain soient suffisamment motivés, soient suffisamment pris en compte et que les soldats qui meurent au front, leurs familles soient automatiquement prises en charge par l'État jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans ou bien la majorité. Autant de choses qui peuvent concerner le chef de l'État parce qu'aujourd'hui, on voit que les soldats sur le terrain sont ceux qui payent le prix fort pendant que les regradés sont dans leur bureau bien douillet à Cotonou, et donc il y a nécessité à conseiller de bonnes choses au chef de l'État. Et donc sur la question, j'espère bien que Rachid Gbadamassi va faire le nécessaire, même si ça lui donne maintenant du poids quand même de chercher à reconquérir la 8e circonscription électorale et espérer être réélu. Encore que lui l'a dit, hein, il aimerait bien remplacer Patrice Talon. Peut-être que s'il fait bien, le chef va le désigner comme dauphin. Dans la même ligne droite, il faut rappeler, il faut rappeler également que nous avons dénoncé pas mal de dysfonctionnements au niveau de notre système sanitaire. Où quand vous allez dans nos hôpitaux, vous prenez même à partir de l'hôpital de zone de Dahomey-Calavi, il y a manque d'infrastructures, il y a manque de personnel, il y a les malades qui n'arrivent pas à être pris en charge correctement. Il n'y a pas de lit à la maternité. Je dis exactement. Les femmes qui accouchent sont 2 sur un matelas. Ouais, 2 ou 3 parfois sur le même lit. Parfois, elles dorment au dehors parce qu'elles doivent libérer sur une place et parfois elles doivent libérer pour que d'autres occupent parce que d'autres sont dans une urgence. J'ai eu un jeune frère qui a fait un accident malheureusement, mais vous savez, il n'a pas été pris en charge par l'hôpital parce que il avait besoin de transfusion sanguine urgente, il fallait l'évacuer forcément vers le CNHU. Et vous savez, en un laps de temps, il pouvait perdre la vie parce qu'il était en train de perdre suffisamment de sang. Je pense qu'il faut équiper les hôpitaux et il faut le faire. Et c'est pourquoi j'invite, mis à part ce rôle de ministre conseillère chargé de
de la Santé, mis à part ce rôle de ministre conseillère politique que représente Mme Afiaï Prudencio, je l'invite également à faire le tour des hôpitaux pour aller toucher du doigt la réalité que vivent. Parce que c'est vrai que le ministre Mpati n'a pas forcément totalement ce temps de pouvoir le faire. Je n'ai même pas de doute par rapport... Il faut le faire parce que c'est un secteur qui est vraiment crucial et qui touche beaucoup plus à la vie des citoyens. Je crois que Mme Prudencio a toujours été sociale et puis elle a toujours participé, contribué au bien-être. Non, c'est pour dire qu'il y a... En fait, je crois que Mme Prudencio, aujourd'hui, en dehors de son expérience à la tête de l'Institut national de la femme, a maintenant une chance en or de défendre les femmes qui meurent. En allant accoucher, en défendant les enfants, parce que dans nos centres de santé, il y a tellement de problèmes. Vraiment, les gens cachent au chef de l'État. Les gens cachent au chef de l'État. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de lit pour les malades. Parfois, on demande aux gens d'attendre et puis après, finalement, certains rendent l'âme. Parfois, les gens sont dans les salles d'opération, on n'a pas le matériel nécessaire et c'est parfois des médecins qui sortent l'argent de leur poche. Il y a tellement d'irrégularités dans le centre de santé. Je ne doute pas, je voudrais inviter Mme Prudencio à faire son travail comme cela se doit. Pour que nous puissions avoir... Comme d'habitude d'ailleurs, parce qu'elle s'investit, il faut le dire. Même à titre personnel, il est arrivé qu'elle s'investisse personnellement pour pouvoir venir en aide à plus d'un dans le pays. Donc, je trouve qu'elle fera correctement le boulot. Oui, c'est pareil. On va inviter tous les ministres conseillers. Mis à part leurs attributions politiques. Au-delà de tout. De penser à leurs attributions, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les ministres conseillers, on va les inviter chacun à faire son travail. C'est une chance que la République vous donne. Et vous avez l'obligation de servir ce peuple. Servir ce peuple dans la sincérité, en faisant votre travail sans parti pris. Si vous allez, même si vous êtes de la 5e circonscription électorale, que vous entendez qu'il y a un problème dans la 8e, n'hésitez pas à aller voir, constater et faire le point. Ne dites pas je suis de Cotonou et que c'est à parcours. Non, vous êtes là au service du peuple parce que c'est l'argent du contribuable qu'on utilisera pour vous payer. Voilà, nous allons poursuivre. Il y a l'autre quotidien qui parle toujours des élections générales de 2026. 3 organisations syndicales demandent de rendre inclusif l'audit du fichier électoral, le code électoral plus précisément. Le débat sur le code électoral. Oui, mais écoutez... ce débat, bon. C'est déjà fait, ça évolue déjà. Le débat évolue. Les syndicalistes qui s'en mêlent aujourd'hui, j'estime que... Est-ce qu'ils ont demandé l'avis de Noël Chadari? Il n'est plus syndicaliste. Oui, mais il a été syndicaliste. Non, pas de mode. Soyez un peu sérieux sur ce plateau. Non. Laissez-moi finir. Il était un des nôtres, assez chaud, syndicaliste, politiquement violent, par le discours parfois. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, Noël Chadari partage la vision de ces syndicats? Mais ils ont bien précisé 3. Oui, mais je dis... en fait, en réalité... Oui, mais en réalité, il est plus syndicaliste. Non, attendez, mais en réalité, il est concerné. Je vous explique. Puisque actuellement, maintenant, il est devenu un politicien. Justement, la question le concerne beaucoup plus. C'est pourquoi je pose la question pour dire, en réalité, il était syndicaliste. Il est maintenant en politique. Et il avait partagé la même vision que ces acteurs du monde syndical, en dénonçant un certain nombre de choses, en dénonçant, comme vous appelez, la loi sur l'embauche, un certain nombre de dysfonctionnements. Aujourd'hui, il est en politique. Si en réalité, il partage la même vision qu'il va leur faciliter la tâche en demandant à ses responsables politiques de l'UP Le Renouveau maintenant d'écouter ses anciens amis du monde syndical. C'est ce que je dis en réalité. Je n'invente rien. Donc en réalité, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'ils ont peut-être consulté leurs anciens camarades Noël Chadari, quel est son avis là-dessus? Est-ce qu'il leur apporte son soutien ou bien, au fond, il est contre? S'il est lui, il est contre là, ils n'ont qu'à aller se coucher parce que ça ne va pas prospérer. Mais s'ils partagent leur vision, je crois qu'il y a peut-être matière à espérer. C'est ce que je dis. En fait, je ne dis rien de grave, non. Parce que le débat plus sérieusement parlant. Ah non, je n'ai pas parlé sérieux. Non, il a parlé sérieusement. Le débat est en train d'évoluer sur ce terrain-là parce que
avec l'initiative du cadre de concertation de l'opposition, avec les diverses rencontres qui ont été faites de part et d'autre avec les acteurs politiques, avec la société civile, les syndicats également qui s'en mêlent aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant. Ça va beaucoup plus animer le débat où chaque citoyen aura la capacité de voir l'utilité, l'importance, d'accord, de ce code électoral-là, où il faut quand même faire le débat autour pour pouvoir régler des problèmes qu'on pourra régler le plus tôt possible, au lieu d'attendre que ça s'empire d'abord avant de vouloir chercher une solution. Et je pense que aujourd'hui, tel que Laurent le disait, Noël Chadaré, il est beaucoup plus un acteur politique que syndicaliste. Et étant un syndicaliste par le passé, je pense que lui va pouvoir mieux mener le débat avec ses pairs, ses experts, pour pouvoir quand même essayer d'équilibrer le débat, d'apporter un peu de ressources, un peu d'éléments pour pouvoir permettre à ce que le débat puisse évoluer et non rester dans le camp de son parti d'appartenance, puisqu'actuellement il est BR, et donc le BR qui est un peu, ils ne disent pas qu'ils sont totalement contre, mais qui ont émis des doutes par rapport à la démarche et qui sont dans une posture de réserve. Et je pense que ce serait bien quand même de pouvoir les entendre, et effectivement, j'aurais aimé qu'ils puissent sortir lors de ces débats-là pour pouvoir donner son opinion sur la question, et ça évoluera. Bon, il ne donnera pas d'opinion. L'opinion du parti. Qui va compter pour lui. Oui. Il y a également le président des Patriotes, je l'ai relayé ce matin, je ne sais plus trop dans quel quotidien, qui demande ou qui exprime le besoin de réviser le code électoral et également l'audit du fichier électoral. Oui, il le réclame, mais malheureusement, il n'a pas le pouvoir. Sa volonté s'arrête au discours. C'est malheureusement ça, quoi, en fait. Parce que si même les démocrates qui ont des élus au Parlement n'ont pas réussi à faire fléchir les autres membres de la mouvance présidentielle, les autres formations vont continuer à faire des discours, des déclarations pour appeler à la révision du code électoral. La véritable action viendra du camp de la mouvance présidentielle, et aussi longtemps qu'ils resteront assez muets sur la question et que ce serait un sujet tabou en leur sein, ce n'est pas évident que ça prospère. C'est pourquoi je continue de dire que oui, vous appelez la révision du code électoral, mais vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le levier en main. Ceux qui ont le levier en main font la sourde oreille, et donc il y a nécessité à repenser des stratégies politiques. À la loupe vont les choses, il se peut que le code ne soit jamais révisé. Et d'ailleurs, quand vous écoutez certains de la mouvance présidentielle, vous comprenez clairement que leur plan, c'est de ne jamais réviser le code électoral, parce qu'ils estiment que, bon, peu ou prou, il faut expérimenter ça d'abord, mais même ils sont conscients qu'en expérimentant, ce n'est pas aussi gagné d'avance. Mais pour autant, ils baissent la tête, ils foncent, ils baissent la tête, ils foncent. Vivement qu'on n'aille pas cogner la tête sur eux. Je pense que Moïse Kérékou, c'est bien ça. Oui. Je pense que quand je l'ai suivi dans son intervention, il disait qu'ils font partie de ces partis centristes. Et donc, ils ne sont... En fait, ce débat de centristes-là, vous savez ce qui se passe dans ce pays. Quand on dit, si vous permettez, tout le temps que les acteurs politiques dans ce pays... Voilà, audit du fichier électoral, Moïse Kérékou propose une autre approche. Toutes les fois où les acteurs politiques ont parlé de centristes dans ce pays, ils ont fini par virer vers la mouvance. François Biola, respecté professeur, je le respecte, hein. Il a créé MESB, je ne sais quoi, parti centriste. Au finish, il est à 200 km à l'heure vers le BR. On a vu d'autres, vous voulez, Théophile Yarou, quand il a créé son parti, Nouvelle Alliance, je ne sais quoi là, centriste. Effectivement, c'est pour revenir. Donc, c'est pour revenir sur cet aspect. Mais il est centriste, mais il prend une position qui est peut-être aujourd'hui contraire à la décision des partis de la mouvance. Non, c'est pourquoi je dis... Il est libre quand même de donner son avis, c'est ce qu'il a fait. Oui, Mme Carole, c'est pourquoi, en voulant, Laurent ne m'a pas laissé terminer. Allez-y. Sinon, il allait comprendre le fond de mon opinion, lorsque je commence par évoquer le fait que Moïse Kérékou dit qu'il est centriste, et il est centriste et il émet son opinion, quitte à ce que l'on puisse ne pas comprendre réellement sa vraie motivation. Parce que lorsque vous êtes centriste et que vous émettez une opinion donnée, ça veut dire que votre opinion peut changer à tout moment.
et qu'on ne peut pas vous faire foi dans votre opinion parce que ça dépendra des orientations que cela donnera, ça dépendra des ambitions politiques que vous aurez à un moment X ou Y. Et donc, il ne fait que de donner simplement son opinion par rapport à la question, qui ne fera pas office de parole d'évangile. Et donc, de part et d'autre, on a vu la position de Jacques Kayadji en temps, qui était un peu souple par rapport à la question. Et donc, il ne fait que rejoindre une partie de ceux qui pensent que peut-être il est opportun quand même de pouvoir faire le débat autour de la question. Et comme c'est un parti naissant qui regroupe tous les partis, pas seulement de la mouvance, la société civile. Oui, je pense que c'est ce qu'il fait déjà. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est quelque chose qui est fait déjà et qui est entrepris déjà. Aujourd'hui, c'est un parti naissant, oui ou non? C'est un parti naissant. Et donc, du coup... Bon, c'est un parti qui naît sur un mouvement qui existait depuis. C'est ce que vous voulez dire, non? Voilà. Je voulais corriger. C'est un parti qui naît sur les cendres. C'est un parti qui naît sur les cendres d'un parti, d'un mouvement qui existait, c'est ça, donc? Ok, d'accord. On va laisser Carole aller sur une autre question. Non, en fait, j'estime véritablement que Carole allait sur une... Nous allons parler... Non, Moïse Kékou a été colistier de Joël Aïvo en 2021. Joël Aïvo est en prison. Il y a ce qu'on appelle, ils sont en train d'appeler la génération Joël Aïvo. Et le monsieur se lève, colistier de quelqu'un qui est allé en prison, qui crée une formation politique et qui dit qu'il est centriste. Il est à craindre. Parce que quand ils font ces trucs-là, quand ils font ces trucs comme ça, après c'est pour dire je suis président du parti, allez négocier, allez négocier avec... Je ne suis pas d'accord. C'est vous. Oui, c'est mon lecture. Laissez-moi finir. Il est centriste, ça ne veut pas dire force. Allez-y. Je vous dis, oui, il peut ne pas être d'accord avec moi, mais je dis la plupart du temps quand ils font ça, parce qu'il a été colistier de quelqu'un qui est en difficulté en prison. Et ils ont créé un mouvement Génération Aïvo. Mais le monsieur se lève, il est allé faire le tour un peu en Afrique australe, aller rencontrer le roi des Swatini et autres là, mais il revient maintenant, il crée un parti et il dit Rassemblement des Kékouistes et il dit qu'il est centriste. Après, il crée des formations politiques et ça s'observe tout le temps. Il va dire, c'est le Rassemblement des Kékouistes, j'ai réussi à discipliner, à avoir avec moi les vieux barons de la politique sous mon père. J'ai des gens dans l'Atakora. Combien de vieux barons il existe encore aujourd'hui? J'ai avec moi mes parents de l'Atakora et donc il va négocier. Et il sait déjà que les échéances viennent déjà. 2026 n'est plus loin. Il peut devenir peut-être avant 2026 ministre de la Réconciliation, pourquoi pas. Donc en réalité, quand les gens disent qu'ils sont centristes, moi je dis non, vous devez avoir une vision claire. Soit vous êtes mouvancier ou opposant. Cette affaire de centriste, c'est... Mais sous d'autres pays, ça existe. Non, oui. Et avec ces partis-là, c'est ce qu'il a bien dit. Il dit qu'il existe ailleurs des partis politiques qui ne se présentent pas aux différentes élections, mais contribuent correctement au développement de la nation. D'une manière, il en a parlé, ils ont une idéologie. Ça rassemblait les commissions. L'histoire nous a montré que tous ceux qui ont voulu être centristes ont toujours penché pour le pouvoir en place. On espère qu'il sera directeur de cabinet de l'un des ministres conseillers. Non, on espère qu'il va faire la différence. Mon souhait, c'est qu'il fasse la différence et que bientôt, qu'on ne le voit pas. Ne soyez pas étonné de le voir également. Nous n'avons plus beaucoup de temps. J'avais envie qu'on parle de la lutte contre les produits frelatés, le réseau, particulièrement du réseau de démantelé à l'Ocosa, réseau de fabrication des boissons, des boissons à l'Ocosa. La Sobradia existe depuis, on a toujours dénoncé. Et c'est souvent toujours dans cette région-là. Toujours là-bas. En fait, je me demande, est-ce qu'ils travaillent avec... Je les appelle. Est-ce qu'il y a des acteurs qui travaillent dans les grandes sociétés qui sont autorisées à fabriquer les boissons? Attendez, moi, je les appelle... Ils ont cette compétence de pouvoir fabriquer les boissons frelatées sans que personne ne puisse, au goût, identifier que ces boissons sont vraiment frelatées. En fait, moi, je pense qu'ils fabriquent jusqu'à fabriquer la bière, c'est là je me dis. Bière, là, c'est quelque chose. Les gens font champagne. Ils font champagne. Le champagne cher, même cher, vous achetez. Les whisky chers, en fait, moi, je les appelle les Chinois du Bénin. C'est les Chinois du Bénin.
Ils sont capables de vous transformer tout. Non, les impacts sur la santé. Non, les impacts sur la santé sont énormes. Oui. Donc, on ne doit pas en rire en réalité. Non, on n'en rit pas. On n'en rit pas. On parle surtout de la concentration de ces produits-là. Beaucoup parmi eux sont ceux qui nous appellent sur nos appareils pour nous demander qu'il y a un collier habillé dans les sacs de maïs. Mais aujourd'hui, ils sont assez ingénieux. Ils peuvent vous transformer tout. Hein. Votre habit, là, ils peuvent vous transformer ça en un laps de temps et vous allez voir une autre chose, une autre tenue. En fait, moi, je pense que l'État doit faire ce travail de contrôle pour nous permettre d'avoir une santé saine parce qu'ils mélangent les produits, ils font des combinaisons et puis vous goûtez la boisson. Je vous assure que si vous n'êtes pas un fin connaisseur, vous ne pouvez pas savoir si c'est la mauvaise qualité. Et donc, il faut démanteler ces réseaux, il faut faire la traçabilité. Je pense qu'aujourd'hui, le travail que le ministère du Commerce doit faire, c'est de passer dans les grandes boutiques et de passer au niveau des femmes qui vendent les boissons pour les fêtes. Vous allez vers l'étalage, vous prenez 2 échantillons. La dame doit vous dire où est-ce qu'elle a acheté ça. Et vous allez à la source de là où elle a acheté ça. Si le grossiste qui lui a vendu ça n'a pas les papiers qui attestent que voilà, j'ai acheté ça, en gros, on m'a livré ça de l'extérieur, c'est importé, déjà on commence pas à voir. Parce que malheureusement, vous savez, les gars sont tellement ingénieux, ils font les boissons, ils arrivent à faire les étiquettes, la bonne qualité d'étiquette, ils arrivent à faire les cartons. Et ils livrent en gros. Vous voyez les boissons que nous prenons en plastique là, vous appelez ça pamplemousse et autres là, ils font ça. Et ils livrent ça en gros. Et donc, tout ce que nous consommons là, Dieu seul sait ce que nous prenons. Et donc, il faut faire ce travail. Je finis de dire ça, je dis à l'État de prendre sa responsabilité par rapport aux boissons frelatées sur le terrain. Écoutez, et je le dis avec beaucoup de peine, on ne peut pas comprendre comment un Béninois a la licence de faire une boisson et on continue de permettre d'accepter que cette boisson-là vient du Nigeria pour ici. Et la grande partie de cette boisson qui vient, et vous allez voir le drapeau du Nigeria dessus, c'est des boissons dont les dates d'expiration sont déjà arrivées à terme. Et certaines bonnes dames de mauvaise foi vont acheter ça très moins cher pour nous vendre ça. Et dire banjo à ton pont, et on achète ça. Parce qu'on a beaucoup d'enfants à la maison, nous-mêmes là, comme on veut faire beaucoup d'enfants, la fête arrive, on n'a pas d'argent, on va acheter Jack Banjo à ton ponko, venez acheter. Et on va acheter ça, on va bourrer nos enfants. C'est ça que vous allez voir des enfants de 17 ans, 16 ans, souffrir d'insuffisance rénale. À tout ça, c'est les jeux naturels. Alors, oui, c'est-à-dire que nous sommes dans une période très sensible. C'est-à-dire on est déjà à la fin d'année et c'est la grande période des promotions un peu partout, surtout de ces boissons-là et de beaucoup d'autres produits, puisque ça ne concerne pas seulement les boissons frelatées. Et donc, il urge que le ministère du Commerce puisse quand même essayer de mettre à disposition, et également le ministère de l'Intérieur également, puisse mettre à disposition, qu'il fasse un travail d'ensemble pour pouvoir quand même démanteler ces nids, ces réseaux. Parce qu'en réalité, la plupart de ces réseaux, ce sont des hommes qui sont dedans, ce sont des humains, ce sont des Béninois qui sont dedans, parfois des étrangers dedans. Donc, si le service de renseignement fonctionne, je pense que même si on arrive à demander aux citoyens de pouvoir dénoncer, même à travers une ligne verte, même à travers des systèmes de rémunération, d'accord, pour pouvoir encourager ceux qui dénoncent, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui seraient réglés. Aux États-Unis, un peu partout, ce qui motive beaucoup plus les citoyens à dénoncer, c'est parce que parfois, on met des primes là pour leur dire, OK, lorsque vous dénoncez telle chose, vous aurez droit à ci. Et pourquoi ne pas mettre en réalité ce plan en marche également chez nous? Parce que ces problèmes amènent beaucoup d'autres problèmes sanitaires au niveau de la population. Et donc, au lieu de faire gaspiller les ressources dans d'autres choses, dans des opérations politiques telles qu'on en a parlé à l'entame de cette émission, il y a beaucoup de ressources qui pourraient être utilisées, redéployées autrement. Merci Marc Goudjanou, merci Roland Tonné. C'est moi.